Bonjour à tous, je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je commence cette vidéo pour vous présenter des bougies. Alors vous le savez peut-être ou pas, je suis en partenariat avec Ava & May. Ce sont des bougies qui sont naturelles, qui sont faites à base de cire de soja. Je vous en avais déjà présenté dans une précédente vidéo. Et de temps en temps, ils m'envoient un petit coffret, des petites bougies pour que je vous les présente. Vous avez avec mon code promo CAROFREE, je vous mettrai tout en barre d'infos, 40% sur votre commande sur Ava & May, donc allez-y, il y a le lien, etc. Je ne mets plus que ces bougies-là, que j'aime beaucoup, qui sentent vraiment très très bon et qui sentent, en fait c'est vraiment des bougies, quand vous les allumez, ça sent dans la maison. J'ai longtemps cherché des marques de bougies qui pouvaient faire ce job, parce que souvent j'achète des bougies mais elles sentent vraiment très peu. Celles-ci elles sentent vraiment, vraiment très très bon. Et donc là je vais vous présenter un coffret qu'ils ont eu la gentillesse de m'envoyer, plus un diffuseur de parfum. Je démarre juste avec le petit diffuseur de parfum. Alors en fait Ava & May, donc je vous ai dit c'était des bougies qui étaient vegan, qui étaient à base de cire de soja, et en fait leur truc c'est que ils associent une senteur à un pays ou à une ville. Là, je suis sur le diffuseur de parfum Japan, que j'ai pas encore ouvert. Alors, pour vous dire, hein, j'ai le dernier diffuseur de parfum que j'ai, je l'ai toujours. Et il sent, il y a 40 jours hein, pour à peu près de diffusion sur le parfum. Alors, j'aime bien leur packaging à chaque fois. Hop. Alors, celui-ci, je le trouve super beau là, avec ce vert comme ça. Donc là, on est au Japon. Et je vais vous dire ce que ça sent. Alors ça sent toujours très fort quand je l'ouvre forcément, parce que ça c'est vraiment des huiles très concentrées, du parfum très concentré. Ça sent très bon. On est vraiment sur quelque chose de très frais. Je trouve que ça sent, je ne saurais pas vous dire exactement les senteurs, mais là on est sur que, moi je trouve que ça sent un peu, ça fait plutôt printanier en fait pour le coup. Mais je l'ai serré et je vous dirai exactement ce que j'en ai pensé, voilà, avec les petites baguettes qu'on glisse dedans. Et ce que je voulais vous présenter surtout, c'est le coffret qu'ils ont eu vraiment la gentillesse de m'envoyer, donc encore merci. Donc c'est un coffret autour de pays scandinaves, donc vous avez la Suède, la Norvège et la Finlande. Donc avec mon code CAROFREE, vous aurez 40% quand même sur le coffret. Vous allez voir, ça vous fait vraiment une super réduc. Donc le coffret, si vous l'achetez, vous avez les 3 bougies. Et alors, nouveauté de chez eux. Et alors ça, j'adore. Je vais essayer de vous montrer en direct. Enfin, en direct, on se comprend. Donc vous avez toujours la petite boîte en carton. Hop. Vous avez toujours avec le petit socle. Et alors, ce que j'adore, c'est que dans ces 3-là, la mèche, elle est en bois. Donc du coup, quand on l'allume, je ne l'ai pas encore essayé, hein, mais quand on l'allume, c'est censé crépiter. Au lieu d'avoir, vous savez, une mèche de bougie classique. Voilà. Et donc ça va, alors ça forcément, il faut que ça... Et ça va crépiter en fait, comme si on était un peu au coin du feu. Ça tombe bien, je n'ai pas de... Ah ouais, ça crépite. Vous l'entendez pas, moi je l'entends, ça crépite, c'est trop bien. Donc, j'ai eu la chance d'avoir la Suède. Ouais, ça sent très bon. Alors, par contre, on est sur des parfums un peu plus, je dirais pas masculin, mais il y a du musc dedans. Donc, vous voyez ce que ça peut donner. Donc, j'ai la Suède. Je vais pas tous vous les allumer. Hein. J'ai la Norvège. Voyons voir la Norvège. Hop. Qui est très joli aussi. Ouais, qui est plus frais. C'est pas mon préféré celui-là. Ça évoque vraiment, je trouve, la neige, les montagnes. On est vraiment sur des parfums un peu frais comme ça. Et le dernier, qui est du coup la Finlande. Vous allez voir. Ça fait vraiment ambiance hiver. Ah, ça j'adore. Alors ça sent le sapin, je trouve, vous savez. Ah, ça c'est mon préféré. Dans les 3, c'est mon préféré. La Finlande, il sent vraiment le ambiance sapin, ambiance Noël. Ceux-là, je vais les garder pour novembre, pour décembre, parce que ça fait vraiment ambiance Noël. Avec des parfums un peu froids comme ça, j'aime beaucoup. Alors celui-ci, j'adore. Ça, c'est mon kiff. Je l'adore, et en plus avec la petite
mèche en bois qui fait ambiance coin du feu. Je vais me régaler parce que moi j'adore en fait. Là j'en ai une qui est allumée, vous la voyez pas, mais j'en ai une qui brûle depuis un certain temps dans mon bureau. Moi dès que je bosse ou dès que je bouquine, je m'allume une bougie. Mais je me fais une petite ambiance un peu cosy, j'adore ça. Bref, on a tous des tocs de lecteurs, ça c'est le mien. Donc vous avez le petit coffret, je vous rappelle, pour ceux qui sont intéressés, un joli petit coffret, en plus ça peut faire un joli petit cadeau de Noël. Et vous avez 40% quand même avec mon code CaroFree, plus un diffuseur de parfum, donc ça vaut vraiment le coup. Je vous mets tous les liens en barre d'infos. J'en ai terminé pour mon petit partenariat. Et on va passer aux livres. Après les bougies, les livres. Allez, c'est parti, je vous fais un point lecture tout de suite. Donc je reviens cette fois-ci pour le point lecture. Vous allez voir, j'ai beaucoup de choses à vous présenter. J'ai une bande dessinée, j'ai du fantastique, fantasy, science-fiction, j'ai du polar et j'ai surtout 2 énormes coups de cœur que je vous présenterai en fin de vidéo. Je commence, alors une fois n'est pas coutume, je commence par une bande dessinée qui m'a été gentiment envoyée par l'auteur et par l'attaché de presse. Donc c'est le dossier Thanatos de Roger Setter et de Jean-Louis Touart. Donc Roger Setter il est au scénario, Jean-Louis Touart il est au dessin. Et c'est aux éditions Robinson. C'est une bande dessinée qui se déroule à Londres en 1877. Donc on est à la fin du 19e siècle. Et en fait on va suivre un inspecteur qui s'appelle Clayton McRae, qui va enquêter sur des morts d'hommes riches, fortunés, suspects. Alors on a l'impression qu'ils sont morts de mort naturelle et en fait quand on investigue un peu, il semblerait qu'ils aient été assassinés. C'est alors d'abord au-delà du scénario, ce que j'ai beaucoup aimé moi c'est le dessin. Alors je sais pas, hop, si vous voyez bien déjà la couverture, j'ai beaucoup aimé les couleurs. Donc on est dans ce genre de couleurs ou ce genre de couleurs, violet. Alors je suis pas très douée pour vous parler de bande dessinée parce que je suis pas spécialiste et j'en lis peu souvent. Donc j'ai beaucoup aimé les couleurs. J'ai beaucoup aimé, voilà par exemple, ça peut donner ça. Hop, je sais pas si vous verrez bien. J'ai beaucoup aimé les traits des personnages, les maisons, les paysages. Je trouve que c'était vraiment très chouette. Alors c'est un coup de crayon, c'est vrai que c'est assez spécial, faut aimer. C'est un peu des personnages qui vont être torturés, un peu tourmentés, avec des traits assez anguleux. Donc on n'est pas du tout dans la rondeur, mais ça colle au scénario du dessin, puisqu'on est dans une enquête avec des cadavres. On va parler spiritisme, on va parler... alors c'est un bien grand mot, hein, mais début de droit des femmes, violence conjugale, etc. C'est hyper bien mené. J'ai beaucoup aimé les dessins, j'ai beaucoup aimé le scénario, je trouve qu'il est, il est hyper bien mené d'un bout à l'autre. On est vraiment dans une enquête et ça m'a fait beaucoup penser, je pense que les auteurs s'en sont inspirés, au roman par exemple de Conan Doyle. D'ailleurs on croise Conan Doyle dans ce bouquin. On est un peu dans ce style-là, il y a un côté aussi un peu gothique, ça glisse légèrement vers le fantastique, mais c'est vraiment très léger vers le fantastique parce qu'on parle plutôt de spiritisme plutôt qu'autre chose. Spiritisme qui était très à la mode dans ces années-là. Je vous la conseille. J'aurais pu la mettre dans ma dernière vidéo quand je vous ai fait la vidéo sur les lectures automnales. Elle, par exemple pour le mois de l'imaginaire ou pour le challenge de Céline lecture, le Spooky Challenge, ça marche. Ça peut même marcher pour le Black November. Vraiment c'est une bande dessinée que j'ai beaucoup appréciée et je vous la conseille parce que c'est de la qualité dans le dessin, de la qualité dans le scénario et vous ne serez pas déçus avec ce dossier Thanatos qui porte très bien son nom. Je passe ensuite aux romans. Donc je vous présente d'abord les romans fantasy, science-fiction. J'en ai 3 à vous présenter. En fantasy, j'ai lu Journal d'un dieu omniscient d'Adrien Mangold, c'est aux éditions de L'Homme sans nom, qui est un roman que je ne conseillerais pas à des personnes à des lecteurs qui veulent se lancer dans la fantasy. Parce que j'ai un peu sorti les rames, j'ai un peu galéré, je l'ai lu avec Céline Lecture et c'est pas en fait c'est un roman qui est très difficile à prendre en main. Alors de quoi ça parle? Ça parle d'un dieu omniscient, le dieu Astria, qui a donné son nom à une planète, donc Astria. Et ce dieu tient son journal et il dicte son journal à Ismaël qui va être son scribe.
Donc ça va être d'abord un échange entre le dieu et entre Ismaël, un échange assez d'ailleurs souvent cocasse, plein d'ironie parce qu'il s'envoie un peu des piques. Et en fait, le dieu va nous raconter un peu la planète qu'il gouverne, donc Astria, et cette planète elle est différente de la nôtre puisque ce ne sont pas des humains qui la peuplent mais des élémentaires. Donc des élémentaires, donc en fait des humanoïdes mais en pierre, en feu, en eau et éventuellement en mer. Et c'est assez bizarre de pouvoir vous raconter parce que on a d'un côté l'échange entre Ismaël et le dieu, d'un autre côté on a quand même une intrigue où on va avoir une multitude de personnages élémentaires qui vont se diriger vers une intrigue commune. En même temps, il nous met des extraits de traités dans lesquels il explique Astria, comment est-ce qu'elle a été créée, comment est-ce qu'elle fonctionne. Voilà, c'est un espèce de mélange de tout ça, où on sent que en fait, l'auteur s'est bien amusé. C'est une prise en main assez compliquée. Je pense que si l'auteur avait mis un index des personnages, moi ça m'aurait facilité la vie parce que je vous avoue qu'au début j'étais paumée. Ça aurait été peut-être plus simple. Il faut passer, il n'est pas très long, hein, il fait 350 pages, il faut quand même passer les 150 premières pages, moi j'ai trouvé pour que ça aille mieux, et qu'enfin on voit où il veut en venir. Il y a une plume en plus qui est assez poétique, parfois alambiquée, avec des mots que je ne connaissais pas toujours, je vous avoue. Voilà, tout ce mélange fait qu'on a un roman de fantasy, c'est un ovni en fait, un ovni littéraire, très étrange. Voilà, donc je conseillerais pas ce bouquin des novices dans le genre. Allez en librairie, feuilletez-le, commencez-le. Je pense qu'il faut le feuilleter avant de l'acheter parce que ne l'achetez pas à l'aveugle parce que vous pourriez être déçu. Ça l'a fait, j'ai des amis sur Instagram qui l'ont adoré, d'autres qui l'ont détesté. Moi je suis entre les deux, j'ai vraiment galéré en fait. J'ai galéré à comprendre où l'auteur voulait en venir, et une fois que j'ai compris ça allait. Mais ça m'a donné du fil à retordre. J'ai bien galéré avec ce bouquin. Je vous présente ensuite un roman de science-fiction. J'ai lu Les Chants de Newing de Émilie Kerbalek, c'est aux éditions Albin Michel dans leur collection Imaginaire. Ici nous sommes dans de la science-fiction et j'ai beaucoup aimé ce bouquin, qui est une petite brique, hein, une petite bricasse qui fait quand même 460 pages. Alors, c'est un roman qui, je pense... Alors, pour moi, il y a un problème avec la quatrième de couverture et avec la couverture en elle-même, où on a l'impression qu'on va être dans un space opéra. Donc, je vous rappelle ce que c'est qu'un space opéra. Un space opéra, c'est... Non, un planet opéra, pardon, je me trompe. Un planet opéra, c'est un roman de science-fiction dans lequel on va découvrir en fait une nouvelle planète. Donc en fait la quatrième de couverture et la couverture en elle-même nous laissent penser que ce serait un planet opéra, or pas du tout. Nous sommes en fait sur un roman de science-fiction où on est avant la découverte, donc la préparation pour monter dans un vaisseau spatial pour aller explorer une planète lointaine, donc on est avant, on est pendant le voyage et on est après sur la planète découverte, voilà. Donc on a vraiment trois grandes parties dans ce bouquin. On va suivre Brume, parce que je l'ai lu au mois de septembre, je crois qu'elle s'appelle Brume, oui c'est ça. On va suivre Brume qui est bioacousticienne, c'est-à-dire qu'elle écoute notamment les chants des baleines, des dauphins, elle est spécialisée là-dedans. Et en fait sur la planète qu'on a baptisée Newing, on pense avoir entendu ce genre de chant. Donc elle va se présenter pour embarquer à bord du vaisseau spatial qui va voyager pendant 27 ans pour l'emmener sur Newing. Donc on a d'abord toute la phase de préparation qui était hyper intéressante, où on découvre notamment trois personnages. Donc il y a William, il y a Brume, il y a Jonathan Way qui est le milliardaire qui est l'instigateur en fait de ce voyage spatial. Donc on va découvrir ces trois personnages, comment ils se préparent, etc. Quels sont les enjeux. On a pendant le voyage, où certains personnages sont plongés en stase, parce que le voyage dure 27 ans, donc en fait on va suivre ceux qui ne sont pas plongés en stase, et à la fin, on a le débarquement sur la planète Newing, je vous en dirai pas plus.
Donc en fait, si vous décidez de lire ce livre, dites-vous qu'on n'est pas sur un planète opéra pur. Finalement, la découverte de la planète n'arrive qu'à la fin et prend assez peu de temps au final. Et on va suivre ces personnages, leurs aspirations, leurs motivations. C'était très intéressant, j'ai beaucoup aimé en fait la phase de la préparation, la phase du voyage, parce qu'il va se passer plein de choses. On est dans de la science-fiction pure et dure. En revanche, j'ai été un peu déçue. C'est pas que j'ai été déçue par l'exploration de la planète en elle-même, mais je suis un peu restée sur ma faim. Et en fait, si l'autrice nous avait encore guidé sur 100 pages sur l'exploration de la planète, ça ne m'aurait pas gênée, parce qu'elle a vraiment une plume hyper agréable, hyper fluide. C'était super intéressant. Et en fait, moi j'en voulais plus, j'ai plein de questions qui restent en suspens. En tout cas, je retiens qu'Émilie Kerbalek, elle écrit vraiment très bien. C'est de la science-fiction hyper abordable, vous pouvez lire, ça se lit vraiment tout seul, sans être simpliste non plus. C'est très bien écrit et c'est une autrice que je suivrai. Alors elle a écrit un autre bouquin qui est déjà sorti en poche. Ben voilà. Elle a écrit Quitter les monts d'automne, qui est sorti en poche au livre de poche. Je pense que c'est une autrice que je vais suivre de près parce qu'elle écrit vraiment bien et je vous conseille ce livre à condition que vous sachiez où vous mettez les pieds. Je vous présente mon dernier roman que j'ai lu en science-fiction. Il s'agit du premier tome de la saga Ciel sans étoiles de Johan Dubos. Ce premier tome s'intitule Ambition et c'est publié chez Snag. Donc on est plutôt sur de la science-fiction estampillée Young Adult, mais j'ai trouvé que Johan Dubos tire bien son épingle du jeu parce que moi le Young Adult, je suis trop vieille maintenant, je suis plus trop dans le mood du Young Adult et j'ai trouvé que c'était pas mal. Ce bouquin, je l'avais gagné grâce à Céline Lecture qui avait organisé, je crois que c'était l'an passé, un concours pour son challenge et j'avais eu la chance de le gagner. Donc voilà, et en plus j'ai les 4 bouquins enfin, je les ai les 4 maintenant, parce que je vous ai pas dit, la saga elle est en 4 volumes, en 4 tomes. Alors, nous sommes en 2312, l'homme a abandonné ses droits en faveur du conglomérat. Le conglomérat, c'est quoi? Ce sont en gros une espèce de CAC 40, ce sont les 20 plus grandes entreprises, sociétés qui gouvernent la planète. Et alors la planète ne ressemble pas du tout à celle qu'on connaît aujourd'hui, il n'y a plus guère de conflits, plus guère de guerre. La nature a repris ses droits, en fait les villes au lieu d'être étendues, elles sont en hauteur, un peu style le 5e élément, il y a beaucoup de nature, etc. Et en fait on va commencer par suivre un vaisseau spatial qui veut explorer, alors je crois qu'ils partent pour une mission, pour une planète, veulent explorer une planète, et en fait à un moment donné ils se rendent compte qu'ils ne peuvent plus avancer, ils sont bloqués par un truc, donc ils vont essayer de savoir ce que c'est. Et en fait il va se passer quelque chose et ça va créer ce qu'ils appellent la résonance originelle. Ouais, c'est ça, la résonance originelle. Il va se passer une espèce de catastrophe. Et en fait, le voile sur Terre, le voile qui nous cachait aux yeux qui nous cachait les fées, les créatures un peu surnaturelles, va se déchirer. Et les humains vont devoir cohabiter avec des fées. Alors ça peut être des espèces de fées clochettes, comme ça peut être des monstres un peu plus dangereux. Voilà. Et donc on va devoir cohabiter avec ces espèces de monstres qui finalement vont être plus ou moins intégrés dans la société. On est, je crois, 12 ans après cette catastrophe, cette résonance originelle, et on va suivre plusieurs personnages. On va suivre, alors, je sais plus comment elle s'appelle, la fille, qui était à bord, parce qu'elle change tout le temps de nom. Je crois qu'elle se fait appeler Clay, ouais c'est ça. Elle change tout le temps de nom, parce que finalement, on la tient responsable d'être à l'origine de la résonance originelle, elle se cache, elle se dissimule, elle prend des identités. Et en fait cette fille, elle va bien malgré elle devoir faire équipe avec un type un peu louche. Ça c'est le début du bouquin. Et on se rend compte que dans l'ombre, il y a des ficelles un peu plus... Disons qu'il y a des... Nous ne sommes que les ficelles d'un jeu un peu plus grand. Je vous en dis pas plus. Alors le début, c'est vrai que le début fait un peu young adult, on sent que c'est un premier tome très introductif et que l'auteur prend un peu ses marques. Mais je vous assure que quand on arrive à la fin du bouquin et qu'on apprend cette espèce de révélation, je vais l'appeler révélation, je me dis ah oui, il y a peut-être que ça porte bien son nom en fait, Ambition.
il y a peut-être des choses plus grandes qui se cachent dans l'ombre et j'ai hâte de... Alors je voulais lire le tome 2 là pour le mois d'octobre, je l'ai pas mis dans ma palle parce que je ne pourrais pas le lire pour le mois d'octobre. J'essaierai de le mettre dans ma palle du mois de novembre et je vais essayer de très rapidement finir cette saga pour vous en parler plus en détail. Mais vraiment, c'est une très très bonne saga de science-fiction, en tout cas ce premier tome. Il reste introductif mais je trouve qu'il introduit des choses qui sont vraiment très intéressantes et je n'ai qu'une hâte, c'est de poursuivre. Je change de genre et je vous parle cette fois-ci, on va passer du côté polar. Je commence avec Meurtre sur la Madison de Keith McCafferty aux éditions Gallmeister dans leur collection Totem. C'était aussi un roman que j'avais gagné lors d'un concours sur Instagram. Ça faisait un moment qu'il était dans ma palle. Et sur Instagram, si vous me suivez, chaque mois je vous fais choisir entre deux livres que j'appelle les reliques de ma palle. Donc vraiment les très très vieux bouquins. Et c'est celui-ci que vous avez choisi. Et donc je l'ai lu au mois de septembre. Nous sommes dans le... Alors c'est le Montana. Et en fait, on va suivre un type qui s'appelle... je sais plus, j'oublie les noms, c'est un truc de fou. Comment il s'appelle? Ah oui, c'est Sean. Alors Sean, il est à la fois détective privé et à la fois peintre naturaliste. Et il est passionné de pêche. Et en fait, donc il pêche, alors c'est la pêche à la truite parce que la Madison c'est une rivière très connue par les pêcheurs de truite. Et il va devoir faire équipe avec la shérif du coin qui s'appelle Martha Ettinger parce qu'on va retrouver le cadavre d'un pêcheur dans la Madison. Alors au début on pense qu'il s'agit simplement d'une noyade et puis bon il y a des indices qui font tiquer et en fait il s'agit bien d'un meurtre. Et donc ces deux personnages vont devoir faire équipe pour enquêter sur ce meurtre. Qui d'abord est la victime parce qu'on ne sait pas qui est la victime et pourquoi a-t-il été tué et qui l'a tué. Donc on est, vous l'avez compris, dans les grands espaces. On est plutôt sur un polar nature writing sur fond de pêche à la mouche. Donc comme ça peut prêter à sourire, ça peut être un peu rigolo. Mais je trouve que Keith McCafferty, qui lui-même est passionné de pêche à la mouche, s'en sort très bien. Alors c'est sûr qu'il y a des moments où on nous parle des mouches. Alors les mouches, vous savez, sont les appâts qu'on met au bout des lignes pour attirer les poissons. Alors c'est vrai que parfois ils nous parlent un peu des mouches en détail, moi ça m'est passé un peu dessus, mais c'était quand même intéressant. C'est bien mené, c'est assez drôle, le duo je trouve d'enquêteurs est assez drôle. Alors je pense d'ailleurs qu'il y a une suite, parce qu'à mon avis, vu comment il a tourné les choses, ça peut vraiment donner lieu à une suite. Et écoutez, ça l'a fait, malgré tout ça l'a fait, c'était super intéressant, ça a fait le job. C'est bien écrit, je vous dis, il y a pas mal d'ironie, pas mal d'humour, et puis on est dans les grands espaces, et moi ça m'a beaucoup plu. Voilà, donc je trouve que ça peut être aussi intéressant, si pour Noël vous manquez d'idées, que vous avez quelqu'un qui est passionné par exemple de pêche, de nature writing, et ça peut être un roman idéal, un petit polar, efficace, bien écrit, voilà. Et ensuite j'ai lu un recueil de nouvelles, donc c'est le dernier... alors c'est pas un roman mais c'est le dernier recueil de nouvelles écrit par Jon Nesbo. Jon Nesbo, vous le connaissez sans doute puisqu'il a écrit des tas de romans dont Le Bonhomme de Neige, j'en ai lu un il y a pas très longtemps, je me souviens plus comment il s'appelait. Bref. Ici il commet donc un recueil de nouvelles qui s'intitule De la jalousie, c'est publié chez Gallimard dans la collection Série Noire. Et ben j'ai beaucoup aimé. Alors je suis pas hyper... À la base, moi je suis pas hyper recueil de nouvelles parce que souvent j'ai peur, pas d'être déçue, mais de rester sur ma faim. Ici, je crois qu'on en a 7 de nouvelles en tout, si je me souviens bien. C'est ça, on en a 7. Et alors, en fait, soit elles sont très courtes, elles terminent sur une chute à laquelle vous ne vous attendez pas et c'est hyper bien trouvé, soit elles sont plus longues. J'en retiens une notamment que j'ai adorée qui s'appelle... Phtonos, qui se déroule en Grèce, qui dure un peu, c'est plus une novella parce que c'est une centaine de pages, et alors j'ai adoré cette nouvelle de Phtonos au point que je me dis que ce serait hyper intéressant que l'auteur reprenne son personnage grec pour en faire un roman parce que c'était vraiment super bien. À chaque fois vous avez une chute, à chaque fois vous êtes autour forcément du thème de la jalousie, donc ça peut être un mari trompé, une femme trompée, la jalousie de posséder ce que l'autre a, etc. C'est toujours bien mené. Et en fait, cet auteur il est magique parce que je vous assure, vous lisez la première page de chaque nouvelle et vous êtes plongé
à fond dans l'histoire dès le début et moi je trouve ça incroyable. Et là je trouve que les nouvelles c'est hyper difficile dans tout ce qu'on peut lire, c'est vraiment la chose la plus difficile parce que vous avez très peu de pages pour accrocher votre lecteur et pour l'amener d'un point A à un point B. Et Jon Nesbo, franchement, il réussit très bien son pari. Foncez parce que les nouvelles sont hyper bien écrites, très très bien traduites. Et je me suis régalée d'un bout à l'autre. Et il n'y en a pas une que j'ai trouvée nulle. Je les ai toutes aimées. Alors c'est sûr qu'il y en a que j'ai plus aimé que d'autres. Par exemple, Phtonos, j'ai adoré. Elle se déroule en Grèce sur fond de gémellité. J'ai trouvé ça super bien. L'enquête, elle est très bien menée. Et je vous dis, l'auteur, vraiment, il faut qu'il reprenne ce personnage pour en faire quelque chose. Parce que là, il tient vraiment quelque chose. J'ai adoré, j'ai beaucoup aimé la boucle d'oreille qui se déroule dans le monde des taxis en Norvège. J'ai trouvé ça super intéressant. Voilà, ça lui permet d'explorer plein de couches de la société. C'était vraiment bien. Et je vous conseille ce bouquin qui était vraiment très très beau. Et je passe enfin à mes deux derniers romans qui sont des coups de cœur absolus et que vraiment, donc rentrée littéraire, que je ne peux que vous conseiller. Vous pouvez y aller les yeux fermés parce que je suis passée par toutes les émotions avec ces livres. J'ai été émue, j'ai adoré d'un bout à l'autre. Je vous présente d'abord cette énorme bricasse, La Cité des nuages et des oiseaux d'Anthony Dare. Alors ça se présente, ça se prononce Dor et ça s'écrit Doer. C'est aux éditions Albin Michel. Je l'ai lu avec les copines Armance et avec Céline. Et on est toutes unanimes sur ce bouquin. C'était incroyable, une lecture incroyable. J'en suis encore émue d'ailleurs parce que c'était vraiment top. Dans ce bouquin, alors nous sommes dans plusieurs époques. On est d'abord du 15e siècle avec la chute de Constantinople, avec Anna, avec je crois qu'il s'appelle, c'est Homère, je crois le personnage. Ouais, nous sommes aux États-Unis dans les années 2000 avec Zeno qui est un vieux. Alors, je vais comment. Non, parce que là je m'y prends mal. Alors, nous sommes aux États-Unis avec Zeno qui a 70 ans, voire plus, qui a fait la guerre de Corée, je crois que c'est la guerre de Corée, et qui veut monter. En fait, c'est un personnage qui... alors en fait, avec Zeno, on le suit quand il est gamin, on le suit quand il est jeune homme, quand il fait la guerre de Corée, on le suit dans les années 2000 quand c'est un vieillard. Et en fait, il a monté une pièce de théâtre qui s'intitule c'est La Cité des nuages et des oiseaux, adaptée donc d'une pièce de Diogène. Il a monté ça avec des gamins dans une bibliothèque. Ils vont pour répéter leur dernière, avant la première en fait. Et en fait, il va y avoir une prise d'otage. Voilà, dans cette bibliothèque aux États-Unis. On va suivre le gamin, parce que c'est un ado qui fait la prise d'otage. On va suivre pourquoi est-ce qu'il a fait cette prise d'otage, quelles sont ses raisons, qui sont hyper intéressantes. On va suivre, je sais plus comment il s'appelle le gamin, c'est Seymour, voilà, qui fait la prise d'otage. On va suivre à Constantinople, juste avant la chute de l'Empire, on va suivre Anna, qui est une gamine qui va se réfugier dans les livres, notamment, qui va tomber sur un exemplaire, sur un manuscrit du fameux Diogène. On va suivre Homère, qui est affublé d'un bec de lièvre, qui vit dans les montagnes avec ses parents et qui va être réquisitionné par l'armée du sultan pour aller défaire Constantinople. Et nous allons être projetés dans les années, alors je ne sais plus parce que c'est très très loin dans le temps, je me rappelle plus, avec Constance, dans les années 2100 et quelques, non on ne sait plus en fait, mais bon bref, un vaisseau spatial, la planète n'est plus habitable et ils sont censés trouver une nouvelle planète pour coloniser cette planète. Tous ces personnages, donc les chapitres alternent entre les époques, entre ces personnages. Donc au début c'est vrai qu'il faut un peu se familiariser entre les époques, entre les personnages. Et tous ces personnages vont avoir un lien, c'est la littérature. Et c'est ce fameux manuscrit de La Cité des nuages et des oiseaux de Diogène. J'en dis pas plus, ce fameux manuscrit grec. C'est une ode à la lecture. Tous les personnages ont comme point commun d'être à un moment donné enfermés
quelque part enfermés. Voilà, on est dans le thème de l'enfermement. Et en fait, ils vont s'en sortir grâce à la littérature, grâce à la lecture. C'est passionnant, c'est émouvant. Quand vous êtes pris dans l'histoire, vous ne pouvez pas... C'était difficile de m'arrêter en fait le soir quand j'étais dans mon lit et que je bouquinais. Alors, c'est une bricasse, hein. Je vous ai pas dit combien de pages j'ai fait, mais on est sur du 700 pages. Ouais, c'est ça, on est sur du 700 pages. C'est passionnant, c'est... Il y a plein de thèmes qui reviennent. On parle d'écologie, on parle de littérature, on parle de liberté. Il y a plein de choses qui reviennent dans ce bouquin. C'était vraiment passionnant. Allez-y, foncez. Je ne peux pas vous en dire plus parce que sinon je vous dévoilerai trop de l'intrigue et c'est pas le but de vous spoiler. Mais si vous avez l'occasion de vous le faire offrir, allez-y, c'était un super bouquin. Et je termine aussi avec un coup de cœur énormissime. Je me dépêche parce que je vois que je n'ai plus de batterie. Le dernier Stephen King, Billy Summers, publié également chez Albin Michel. J'ai adoré, j'ai surkiffé ce bouquin. On a Billy Summers qui est tueur à gages mais qui n'a pour habitude que de tuer les salauds. Il va faire un dernier contrat. Il doute qu'il y a quelque chose qui sent pas bon dans un dernier contrat. Et pour ne pas se faire choper, il va devoir se familiariser avec son environnement. Il va se faire passer pour un écrivain et en fait il va se prendre au jeu. Il va écrire sa propre histoire puisqu'il a été envoyé en tant que Marines à Fallujah, donc en Irak. Donc il a un certain traumatisme. C'est une ode à la lecture, c'est une ode à l'écriture, à ce que c'est que d'être écrivain, ce qu'on peut créer en tant qu'écrivain. Alors il faut s'accrocher un peu parce qu'en effet, la première moitié, le premier tiers du bouquin, je dis pas que ça tourne en rond, mais on est avec ce personnage de Billy Summers qui essaie de se faire passer pour un écrivain et on est un peu dans sa routine, donc c'est vrai qu'il se passe pas énormément de choses jusqu'au moment où il va buter son fameux contrat. Je vous spoil pas parce que c'est un tueur à gages, c'est son métier, il va tuer, donc il va réussir à avoir son contrat et là il va se passer quelque chose, on bascule avec un autre personnage qui va apparaître et alors là c'est du grand Stephen King. Le thème de la paternité, une certaine forme de paternité revient, le thème de l'écriture, j'ai adoré, voilà, d'un bout à l'autre j'ai adoré. C'est un thriller, il n'y a rien de fantastique dans ce bouquin, donc vous pouvez y aller, c'est un thriller pur et dur, comme il a pu faire avec la trilogie Hodge. Si vous avez aimé Monsieur Mercedes, c'est un peu ce style-là. C'est hyper bien écrit, c'est très bien traduit, moi c'est tout ce que j'aime chez Stephen King, il y a du suspense, il y a... Encore une fois, tout ce thème de l'écriture, de l'écrivain qui traverse le bouquin et j'ai surkiffé ce livre. Allez-y, alors c'est clair qu'il coûte quand même 24,90 €. C'est un budget, mais encore une fois, je me dis pour Noël, ça peut être une super idée de cadeau à se faire offrir ou à offrir. Vraiment, c'est du très très bon Stephen King, il a retrouvé un niveau de ouf. Allez-y, les yeux fermés. C'en est tout pour ce point lecture. N'hésitez pas, je vous mets toutes les infos en barre d'infos, c'est un peu répétitif. Que ce soit pour les bougies, que ce soit pour les bouquins, je vous mets tout. En tout cas, je vous souhaite de très belles lectures. Je me dépêche parce que ça va couper. Ma prochaine vidéo, ce sera un book haul. Et je ferai aussi, je pense, une vidéo spéciale lecture pour Noël. Que ce soit des lectures pour nous ou des lectures pour les enfants. Parce que j'ai beaucoup d'albums qui appartiennent à mon fils autour de Noël. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et n'hésitez pas non plus à venir sur Instagram me suivre parce que c'est là où je suis toujours la plus active. En attendant, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!